Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode d'Histoire de bagnole. Alors je vous ai demandé dans une de mes vidéos si vous aviez envie ou non que je vous parle de la 250 GTO. Globalement ça a été plutôt oui, mais peut-être passe pas une vidéo que sur la 250 GTO. J'ai eu des idées intéressantes comme par exemple une idée de faire une vidéo sur toutes les 250. Et je me suis dit que j'allais l'arranger à ma sauce et que du coup j'allais vous faire une vidéo sur la 250 GTO et tous les modèles qui ont gravité autour de la 250 GTO, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. En 1960, Ferrari cherche à construire une nouvelle voiture qui va lui permettre de concourir aux 24 heures du Mans et en endurance dans la catégorie GT. Le problème, c'est qu'à cette époque, le règlement oblige à ce qu'il y ait une version route de la version engagée. Et Enzo Ferrari va tout simplement, comme d'habitude, jouer un peu voilà, son rôle de commendatore, et il va simplement dire bah ma voiture de course c'est une 250, donc c'est tout simplement une évolution de la 250 GT SWB. Oui, elle n'a plus rien à voir avec la 250 GT SWB, mais c'est pas grave, c'est quand même une 250 GT SWB, regarde, elle a le même nom. Et ça va passer. En réalité, il n'en est vraiment absolument rien. Le châssis est complètement retravaillé, le moteur est nouveau, le design n'a rien à voir, enfin, c'est pas la même voiture, c'est juste pas la même voiture, voilà. Et bon, ça passe, tant mieux. En parlant du design, et bah ce fameux design, au départ, il est imaginé par Bizarini. Et oui, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la Isogrifo et Bizarini, tout simplement parce que bah c'est lui qui a fondé la marque. Et d'ailleurs, s'il a fondé cette marque, et bah c'est tout simplement parce que sur le projet de la 250 GTO, après une engueulade avec Enzo Ferrari, il s'est fait virer avec plein d'autres ingénieurs de chez Ferrari. Donc voilà, toujours dans la dentelle Enzo Ferrari, toujours. Du coup, le design est confié à Mauro Forgieri et Sergio Scaglietti. En 1962, la Ferrari 250 GTO est présentée. Son V12 de 3 litres développe 300 chevaux. Son système de suspension est hyper avancé, hyper novateur, ce qui va en faire une reine de l'efficacité. En plus, c'est la première Ferrari à être équipée de la fameuse grille de boîte de vitesse Ferrari, qu'on va retrouver beaucoup sur les modèles suivants de chez Ferrari. Quant à l'intérieur, et bah y a rien. Voilà, c'est dénudé à l'extrême, donc c'est complètement vide. Bon, dès 1962, elle est immédiatement engagée en compétition et elle commence avec les 12 heures de Sebring. Et non contente de gagner sa catégorie, la catégorie GT, parce que après tout, c'est trop facile de gagner sa catégorie, franchement. Elle va se placer deuxième au classement général, c'est-à-dire qu'elle va aller battre une Ferrari 250 Testarossa, qui est donc dans la catégorie bien supérieure. Elle est tellement performante qu'elle bat les voitures de la catégorie supérieure. Bon, ça c'était le premier exploit de la 250 GTO et la naissance du mythe. Mais la 250 GTO, elle va pas s'arrêter là, hein. En 1962 et en 1963, elle va gagner à peu près toutes les courses d'endurance qui existent. Il y en a quelques-unes où elle va perdre, des très rares en GT, toujours dans la catégorie GT bien sûr, mais elle va quasiment tout gagner, si bien que elle va être championne du monde de voitures de sport dans la catégorie GT en 1962 et en 1963. Mais c'est pas tout, parce que non contente d'être la reine incontestée de sa catégorie,
elle va carrément se permettre de temps en temps de s'offrir des petits podiums sur des classements généraux. Voilà, donc par exemple au Mans en 1963 où deux 250 GTO finissent 2e et 3e. Elle va battre les catégories supérieures de manière régulière. C'est pas arrivé une fois ou 2 heures de Sebring où elle était plus adaptée à ce circuit-là, du coup elle a battu la catégorie supérieure. Non, c'est arrivé régulièrement. Elle est capable de battre des voitures qui sont censées être beaucoup plus performantes. Bon, bien évidemment, elle va exploser tous les records de performance, de vitesse, etc. dans sa catégorie, là-dessus il n'y a aucun problème. Niveau comportement, tous les pilotes diront qu'elle est incroyable, que la conduite est extrêmement saine, que les comportements sont parfaits. En plus de ça, les années d'expertise de Ferrari en ont fait une des voitures les plus fiables du plateau. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais abandonné une seule course pour un problème technique. Non, elle est extrêmement parfaite. Voilà. Elle est parfaite à l'époque, et de ce fait, Ferrari va être nommé meilleur constructeur automobile de voitures de sport en 1962 et 1963. Bon, vous vous rappelez des ingénieurs dont je vous ai parlé au début, qui se sont fait virer de chez Ferrari et qui travaillaient à la base sur la 250 GTO? Et bah ils vont décider de créer leur propre marque. Donc voilà, ils vont créer leur propre marque et ils vont se trouver un mécène, quelqu'un qui peut les financer. Et ce mécène, il se trouve que c'est un très bon client de chez Ferrari. Alors, en 1962, ce client, il attend 250 GTO parce qu'il veut les engager au Mans en 1962. Il se trouve que Enzo Ferrari va apprendre que ce monsieur finance ses anciens ingénieurs. Et ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire du tout. Et vous connaissez le vieux Enzo maintenant, hein, ça y est, c'est bon, on a compris son fonctionnement. Bah, il va tout simplement annuler la commande, voilà. Il va lui dire, écoute mon vieux, j'ai pas besoin de toi pour vivre. Moi, je vais vendre mes 250 GTO à quelqu'un d'un peu plus respectueux. Alors qu'en réalité, il lui a pas manqué de respect, hein, mais bon, c'est encore autre chose, c'est pas grave. Du coup, bah là ça va rager, forcément. Les ingénieurs, ils sont pas contents. Le pilote, il est pas content, enfin le propriétaire, il est pas content. Et du coup, ils vont ensemble créer la Ferrari 250 GT Bradvan, qui sera leur propre version de la 250 GTO, et ils vont l'engager au Mans en 1962. Elle est basée sur une 250 GT SWB et les ingénieurs vont mettre leur connaissance sur la 250 GTO au service de cette future voiture. Ils vont donc réaliser exactement les mêmes modifications mécaniques que sur la 250 GTO et donc ils vont obtenir un moteur très similaire. Arrivé au Mans, c'est un journaliste anglais qui va se moquer du design et donner le sobriquet de Bread Van en disant tout simplement ça ressemble à un camion à pain. Bread Van. Moi je trouve que ça montre le sérieux de cette voiture. Enfin, voiture qui va avoir une casse pendant la course, bien évidemment, qui finira pas la course. Comparé à une 250 GTO, cette voiture n'a aucun sens. Voilà. 1962, c'est également l'année pendant laquelle Ferrari va présenter la Ferrari 330 GTO.
La Ferrari 330 GTO est en fait une 250 GTO Longtail qui embarque le moteur de 4 litres. Elle est donc plus puissante, elle développe 390 chevaux au lieu de 300 chevaux pour la 250 GTO, mais elle se montrera très vite moins efficace. Sur les 3 exemplaires, un aura une surchauffe moteur, un autre sera détruit lors d'un accident, et enfin le dernier ne sera tout simplement pas engagé en compétition. D'ailleurs, il appartenait à un propriétaire français. Voilà. En 1963, Ferrari décide donc de réitérer l'utilisation du V12 4 litres, mais cette fois sur une base de Ferrari 400 Super América. C'est donc en 1963 qu'est présentée la Ferrari 330 LMB. Le V12 de 4 litres développe toujours 390 chevaux. Esthétiquement, bien que l'avant ressemble à celui d'une Ferrari 250 GTO, l'arrière lui est complètement inspiré d'une 250 GT Lusso, de quoi vous mettre un peu de trouble. Globalement, elle est plus large, plus longue et plus haute qu'une Ferrari 250 GTO. Bien qu'elle se débrouille mieux qu'une Ferrari 330 GTO, elle n'arrivera jamais à la cheville de la 250 GTO et ne pourra la détrôner que dans une seule course, les 24 heures du Mans 1963. Mais 1963, c'est également l'année de sortie de la Ferrari 250 P. Produite pour courir en catégorie prototype, elle embarque le même V12 que la Ferrari 250 GTO. Cependant, la position est-elle centrale arrière, ce qui change beaucoup de choses quand même. Le design n'est pas le même, l'aérodynamisme n'est pas le même, et cette voiture va tout simplement remporter le championnat du monde d'endurance, toutes catégories confondues, de 1963. Jusqu'ici, je vous ai parlé de la 250 GTO en 1962 et en 1963. Mais il se trouve que la 250 GTO existait aussi en 1964. En 1964, 3 exemplaires d'une version évoluée de la 250 GTO voient le jour. Cette 250 GTO emprunte le châssis, le moteur, bref, toute la mécanique à la 250 GTO de 1962, rien n'est changé. Cependant, le design et l'aérodynamisme vont être directement inspirés des prototypes, des catégories donc supérieures. On va aller chercher un peu plus de performance sur la 250 GTO. Personnellement, je préfère largement le design de la GTO de 1962. Mais bon, quand on veut gagner de la performance, parfois, il faut y passer. Elle complétera le tableau de chasse de la version de 1962 en y ajoutant le championnat du monde des voitures de sport GT en 1964 et la victoire du meilleur constructeur automobile pour Ferrari en 1964. En 1964, la Ferrari 275P vient remplacer la Ferrari 250P. Les évolutions esthétiques par rapport à la Ferrari 250P sont assez pauvres et quasiment inexistants. Par contre, le moteur, lui, n'est plus le même. On passe sur un V12 de 3,3 litres développant 320 chevaux, ce qui permet d'être un peu plus performant. Bien qu'elle soit plus performante sur le papier,
elle n'aura pas la carrière de la 250p qui, visiblement, était meilleure. Elle gagnera quand même quelques courses, mais ne remportera pas le championnat du monde. En 1963, alors que la 250 GTO version 64 n'est même pas encore sortie, Ferrari travaille déjà sur la remplaçante de la 250 GTO. Elle s'appellera la 250 LM. La 250 LM est donc tout simplement une version GT de la 250p. Le but était de remplacer la GTO avec le meilleur des deux mondes. Donc on récupère le moteur de la GTO, mais on récupère tout le design, tout l'aérodynamisme et tout le reste niveau mécanique d'une 250p. Le problème, c'est qu'Enzo Ferrari va à nouveau essayer de faire homologuer sa 250 LM comme il l'avait fait avec sa 250 GTO, sauf que cette fois, ça ne passera pas. Elle va donc se retrouver en catégorie prototype. À partir de ce moment-là, Ferrari va essayer de sauver les meubles en récupérant un moteur un peu plus puissant, celui de la 275p. Donc la 250 LM sera finalement équipée du moteur de la 275p. Quoi qu'il en soit, en réalité, la 250 LM était une GT, et pas une prototype, et donc elle n'a jamais réussi à faire le poids dans cette catégorie. Elle a gagné quand même quelques courses, mais elle n'avait pas le niveau pour remporter le championnat. Parmi les courses qu'elle a gagnées, il y a quand même Le Mans 1965. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons prix. Je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose dans cette partie. Vraiment, je vais faire de mon mieux. Donc la Ferrari 250 GTO, bien évidemment, vous le savez, ça a été pendant longtemps la voiture la plus chère au monde, avant de détrôner par la 300 SLR Allen Holt. Donc avec la version 62 qui avait un record à 70 millions de dollars, et la version 64 qui avait un record à 50 millions. Donc sur les 250 GTO aujourd'hui, parce que le problème c'est que les 50 millions, bon c'était pas non plus hier, je crois que c'était en 2018, un truc comme ça. Aujourd'hui sur une GTO on est entre 50 millions et 70 millions, voilà, grosso modo. Et en fait le truc c'est que ça va faire que monter. Voilà, c'est une voiture, ça fait que de monter depuis toujours, donc il n'y a pas de raison que ça ne monte plus. Faut quand même savoir, la petite anecdote hein, sur cette voiture, c'est qu'il y a des gens qui l'ont payé des sommes ridicules. Alors je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire la somme, mais il y en a qui l'ont payé des sommes vraiment ridicules. Pour la 250 Bradven, bah non, j'ai pas de prix. Elle est unique au monde, pas vendue, donc bon bah voilà. 250p, il y a un exemplaire qui a été estimé à 38 millions. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle n'a pas été vendue car retirée de la vente. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais en même temps c'est pas non plus cette année. Donc voilà, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. De la même façon, 275p, bah, il n'y en a pas eu en vente, donc pour moi, je dirais que ça vaut la même chose qu'une 250p, grosso modo. 330 GTO, 330 LMB, bah c'est pareil, j'ai pas de prix à vous donner, je suis désolé. Et une 250 LM, il y en a une qui s'est vendue en 2015 pour 18 millions. Il y a eu une tentative cette année à Rétromobile. Moi je m'attendais à un record, elle n'a pas été vendue. C'était en dessous du prix de réserve, le prix de réserve était je sais plus à combien. Je crois que c'était 20 millions. Je crois que c'était 20 millions que le mec offrait et c'est pas parti. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, bah voilà, j'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi la 250 GTO est la voiture la plus mythique de chez Ferrari et même la voiture la plus mythique de tous les temps. Et je l'affirme, voilà. Je sais, il y en a qui vont pas être d'accord. En fait, on parle pas de préférence là. On vous parle pas de vos goûts. Moi, c'est pas ma voiture préférée du tout, la 250 GTO. Simplement, c'est la voiture la plus connue et la plus représentative du sport automobile. La 250 GTO, c'est le mythe du sport automobile par excellence. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long, que
Entendre parler de la 250 GTO t'a quand même intéressé un peu, même si, à mon avis, tu savais déjà beaucoup de choses, puisque la 250 GTO c'est très très documenté. Voilà, j'espère que t'as kiffé. Donc n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, activer la cloche, petit commentaire. Si t'as envie de me faire une proposition d'une vidéo, n'hésite pas. Salut!